Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les outils que le CPSM, en collaboration avec le ROIM, a créés. Donc, premièrement, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va parler d'un sujet qui peut être sensible, hein. On va parler de prévention du suicide. Donc, si à tout moment pendant l'atelier, pendant la présentation, vous sentez un inconfort, vous sentez de la détresse, n'hésitez pas à nous joindre. 1-866-APPEL, c'est notre ligne téléphonique, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ou vous pouvez aussi appeler en texto au 53 53 53, appeler, texter, ou par suicide.ca. Donc, n'hésitez pas. Aussi, si pendant la présentation, ça vient ressurgir quelque chose chez vous, vous pouvez quitter la présentation, elle va être enregistrée, vous allez pouvoir retrouver les outils aussi. Mais ce qui est important, c'est de prendre soin de vous, puis de connaître vos limites. Donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes le Centre de prévention du suicide de Montréal. Notre objectif est bien sûr de diminuer le taux de suicide. On est une ligne téléphonique principalement, j'en ai parlé tout à l'heure, le 1-866 appel. Donc, c'est des intervenants qui sont en prévention du suicide, qui ont des formations en prévention du suicide, faut pas hésiter à les contacter. Puis d'ailleurs, c'est pas juste pour les personnes en crise suicidaire, c'est pas juste pour les personnes qui ont des idées suicidaires, c'est aussi pour les personnes qui veulent aider. Donc, si vous, dans vos milieux respectifs, à un moment donné, vous êtes pris dans une situation, vous êtes pris au dépourvu, vous savez pas trop quoi faire, ben gênez-vous pas, appelez-nous, on est là pour ça, le jour, la nuit, tout le temps. On est là pour vous. Donc, c'est vraiment un partenariat, hein, que nous, on fait avec le ROIM. Euh, donc, ça nous fait vraiment plaisir justement de travailler avec le ROIM pour pouvoir vous présenter ces superbes outils en prévention du suicide. Donc, le qui êtes-vous, qui est dans la salle, vous pouvez dans le chat nous dire d'où vous venez, puis la job que vous faites, l'emploi que vous faites, ce qui nous emmène ici, ce que vous aimeriez. Donc, vous pouvez y aller comme le cœur vous le dit. Là, c'est sûr qu'on est quand même beaucoup, donc soyez quand même succinct, mais on veut savoir qui est dans la salle, on veut savoir qui vous êtes. Les objectifs. Donc, on va vraiment faire une présentation des outils et de deux capsules vidéo. Donc, ça va vraiment être assez linéaire, hein. Je vais essayer de rendre ça le plus interactif possible, mais ça risque d'être quand même assez linéaire. Donc, les outils, je vais vous les présenter. Euh, donc, on va sensibiliser à remarquer les signes de détresse, excusez-moi, chez les hommes selon les certaines spécificités. Aujourd'hui, on va voir quatre outils. Donc, préparer et à poser la question et à valider la demande d'aide aux hommes. Donc, ça, c'est nos objectifs pour aujourd'hui. Donc, on est prêt? On y va. Oh, j'ai oublié de vous dire. Donc, aujourd'hui, l'atelier a quand même une limite, hein. Donc, vous ne serez pas appelé à estimer la dangerosité d'un passage à l'acte suicidaire. Donc, c'est vraiment pour voir les outils de la boîte à outils qu'on a faite en collaboration avec le ROIM. Donc, la boîte à outils, qu'est-ce que c'est? En bref, il y a toujours dans chaque boîte à outils la mise en contexte, les signes de détresse, les éléments à explorer, empathie et écoute active pour alimenter l'espoir, l'accompagnement, se protéger, donc les facteurs de protection, et les ressources. Les boîtes à outils, ça va être pour les hommes en général, les 50 ans et plus, la diversité sexuelle, les jeunes, les personnes en situation d'itinérance ou à risque d'être itinérance, les personnes issues de l'immigration, ben, les hommes issus de l'immigration, les hommes en situation de rupture conjugale, les proches et les intervenants et intervenantes. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que ça va être les hommes en général, les hommes avec rupture conjugale, les hommes de 30 ans 50 ans et plus, et les hommes en situation d'itinérance. Donc, commençons ces outils. Donc, commençons par les hommes en général. Euh, quels sont les... Attends un petit peu. Je vais ranger mon écran. Ah, est-ce que tout le monde entend bien? Vous pouvez dire dans le chat. On m'a signalé qu'une personne nous disait qu'on n'entendait pas bien. OK, parfait. Donc, continuons. Donc, quels sont les signes de la détresse suicidaire? Quels sont les facteurs de risque sur lesquels il faut être vigilant ou vigilante? Donc, on va regarder un peu, c'est quoi, pour commencer, les facteurs de risque. Donc, c'est important de préciser, hein, que le suicide, c'est jamais
une cause unique, ou très rarement une cause unique, c'est très souvent multifactoriel. Donc, ça veut dire que ça implique une combinaison de nombreuses variables qui peuvent être très différentes. Donc, on va regarder un peu c'est quoi les facteurs de risque pour justement les hommes en général. Il y a les tentatives de suicide récentes, l'historique ou une similitude avec des tentatives de suicide antérieures, l'aggravation des habitudes de consommation, la rechute et ou un sevrage, les dépendances, hein, que ce soit au jeu, au sexe ou des codépendances relationnelles, donc toutes les dépendances, l'état de santé mentale fragilisé, les problèmes de type disciplinaire, hein, comme par exemple quelqu'un qui a été incarcéré, l'isolement des proches et ou de leur communauté, les situations de vulnérabilité, notamment quand il adhère à des stéréotypes masculins. Donc, un peu ce qu'on peut appeler une masculinité traditionnelle. Donc, adopter le rôle d'être stoïque, d'être brave, que tout est normal, que tout est correct. Un homme avec des antécédents de violence, difficulté à dormir, manger, prendre soin de soi, donc tout ce qui touche l'hygiène de vie, les dons d'objets, surtout des dons d'objets de valeur hein, pour la personne. Donc, on peut appeler ça, cette phase-là, une rémission spontanée. Donc, une personne qui a l'air de bien aller, une personne qui a des idées suicidaires, mais qui subitement commence à bien aller, mais qui donne des objets significatifs, hein, que ce soit un ordinateur, que ce soit un chat, un chien. Donc, justement, c'est un facteur de risque, c'est un signe de détresse. Les pertes d'emploi, les hospitalisations et les conflits familiaux. Maintenant, on va regarder c'est quoi les signes de détresse qu'il y a chez les hommes en général. Donc ici, ça va vraiment être le seul des outils qu'on va regarder, tous les signes de détresse, parce que dans le fond, c'est pour les hommes en général, ces signes de détresse-là. Donc ça va s'appliquer pour toutes les vignettes. Les messages verbaux directs, hein, je vais me suicider, je vais mettre fin à mes jours, vous seriez mieux sans moi. Donc des signes verbaux. Des messages verbaux indirects aussi, hein, comme par exemple, ah, je me rendrai pas à Noël ou bientôt vous aurez pu vous en faire pour moi. Des propos dévalorisants, parler du désir d'en finir, une faible estime de soi, des indices émotionnels, donc une saute d'humeur, l'irritabilité, les grands désespoirs, ou même des idées homicidaires. Les indices corporels, le visage triste, la tête basse, un regard sérieux. Des indices comportementaux. Donc, l'impatience, les obsessions, les comportements. Oh, c'est bon? Donc, les comportements à risque. Manifester des propos et des comportements agressifs. L'agressivité, la négligence ou les abus envers les partenaires, les enfants, mais on rajoute aussi avec les animaux. Les indices cognitifs. Donc, difficulté de concentration, absence de motivation. Des indices biologiques, hein, la modification des habitudes de sommeil, par exemple, les pertes significatives, donc, les pertes significatives comme de l'argent, un statut, des amitiés, des ruptures amoureuses, décès d'un proche, décès d'un animal de compagnie aussi, etc. Donc, les pertes significatives, on s'entend, hein, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Maintenant, on va parler un peu d'empathie et écoute active pour alimenter l'espoir. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour rejoindre les hommes, pour les écouter et pour les inviter à demander de l'aide? Premièrement, chose très importante, prendre au sérieux l'appel à l'aide. Hein? Ne pas traiter de manière homogène des groupes hétérogènes. Hein? Donc là, c'est ça, on parle des hommes, mais les hommes, c'est pas un groupe qui est homogène, hein? Ça peut être très hétérogène. Reconnaître l'effort et le courage derrière la demande d'aide. Parce qu'on le sait, principalement chez les hommes qui peuvent avoir une masculinité beaucoup plus traditionnelle, ça peut être un grand effort, ça peut être très difficile d'aller chercher de l'aide. Donc, reconnaître l'effort et le courage derrière la demande d'aide va vraiment aider cette personne-là. Validation et empathie. Explorer brièvement la situation. Informer la personne sur les éléments qui demeurent confidentiels. Porter attention à nos propres croyances et émotions pouvant émerger. Hein, souvent, on peut avoir des propos qui vont plutôt aller, euh, qui vont plutôt émerger de nos propres valeurs plutôt que de la situation. Faire preuve de non-jugement, normaliser leurs sentiments et reconnaître la détresse derrière une attitude agressive, stoïque ou calme.
Hein, parce que souvent, les hommes, hein, on peut dire souvent, ils ont deux émotions, hein, je vais bien ou je tends. Donc, c'est de voir un peu quand il y a l'agressivité, de voir c'est quelle émotion aussi qui est reliée à cette agressivité-là. Est-ce que c'est de la peine? Est-ce que c'est un sentiment de rejet? Donc, regardez un peu c'est quoi cette agressivité-là, d'où elle peut venir, puis c'est quoi les causes. L'accompagnement. Donc, on le dit, hein, normaliser l'utilisation des ressources, identifier un ou des proches qui pourraient s'impliquer et mentionner le mérite. Tu mérites un peu de support. Hein? Donc, dire que les gens méritent. Parce que souvent, il va y avoir une dévalorisation qui s'est faite. Maintenant, les facteurs de protection. Donc, c'est quoi les facteurs de protection à mettre en place pour diminuer les comportements à risque? On va dire les facteurs individuels. Donc, rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Les facteurs familiaux. Créer un cercle de support avec les proches et la communauté. Les facteurs environnementaux, donc connaître les ressources disponibles. Donc, il faut retrouver le goût de s'amuser, renforcer les éléments protecteurs nommés par la personne et réduire ou éliminer les éléments de dangerosité nommés par la personne. Maintenant, on est rendu à la deuxième vignette. Donc, les hommes en situation de rupture conjugale. Euh, hum, Donc, on va regarder un peu c'est quoi les signes de détresse suicidaire et psychologique. Donc, quels sont les facteurs de risque sur lesquels il faut être vigilant avec la clientèle des hommes en rupture conjugale. Donc, il faut vérifier hein, la présence de conflits concernant la garde des enfants. Ça peut être un gros enjeu. L'agressivité, négligence et ou abus envers le partenaire, enfants, animaux. Dormir sur le divan chez un ami, dormir dans sa voiture. Difficulté à dormir, manger et ou prendre soin de soi. Il peut aussi y avoir des enjeux de médication hein, liés au changement de domicile, liés au changement de routine. Est-ce que l'ex-partenaire est là ou la seule personne qui est au courant? Et il y a une augmentation du sentiment d'échec. L'empathie et l'écoute active pour alimenter l'espoir dans cette vignette-ci. Donc, c'est quoi les meilleures pratiques pour rejoindre les hommes qui vivent une séparation conjugale entre partenaires intimes? Donc, être attentif à la possibilité de violence conjugale subie par l'homme, violence psychologique, menace. Valider la souffrance sans l'augmenter. Hein? L'explorer brièvement, pas rentrer dans la boîte à problèmes, revenir vers les ressources d'espoir. Donc, toujours alimenter l'espoir. Hein? Éviter les mots reliés à la vulnérabilité et à la culpabilité. Mettre l'emphase sur leur sphère de contrôle et leurs émotions positives. Toujours rester dans la bienveillance, éviter la confrontation. Donc, laisser l'homme exprimer sa colère, hein, pour la différencier de la menace. Un homme qui va exprimer de la colère, veut pas dire qu'il vous menace, ça veut pas dire qu'il est méchant, ça veut pas dire qu'il est dangereux. Donc, la colère, c'est une émotion qui peut être exprimée. Là, on s'entend qu'il faut que ce soit quand même balisé, là, mais c'est une émotion qu'on peut valider. Encourager l'homme à ce qu'il parle de lui et non de l'autre personne. Encourager la personne à se concentrer sur elle-même. Donc, identifier les éléments de stabilité pour cette personne-là, puis surtout souligner ses forces. Hein? Donc, informer la personne sur les éléments qui demeurent confidentiels, comme l'autre, et porter attention à nos propres croyances et émotions qui peuvent émerger. L'accompagnement. Donc, comment on accompagne ces personnes? Donc, est-ce qu'il y a un besoin pour des ressources hors de la ville? Hein? Par exemple, on sait un policier, par exemple, qui habite dans la ville de Saguenay, peut-être que les ressources qu'il pourrait y avoir pour cette personne-là devraient être plus à Québec ou à Rimouski. Explorer la présence d'enfants et leurs besoins hein, dans cette situation-là. Normaliser l'utilisation des ressources. Bâtir sur l'empathie et sur la validation. Susciter l'espoir, une journée à la fois, l'approche des petits pas. Donc, susciter l'espoir, c'est très important. Identifier des groupes de soutien pour les hommes. Les accompagner pour faire les appels.
Hein? Donc, si quelqu'un veut faire un appel, par exemple, au 1-866 appel, vous pouvez les accompagner, vous pouvez être avec eux en support pour faire les appels. Identifier un ou des proches qui pourraient s'impliquer, donc hein, dans son réseau social. Puis qu'est-ce qui a déjà fonctionné? Hein, regardez dans le passé, c'est quoi qui a déjà fonctionné? Maintenant, les facteurs de protection. Donc, quels sont les facteurs de protection à mettre en place pour diminuer les comportements à risque dans le cas, justement, des hommes en rupture conjugale, séparation conjugale? Donc, y a-t-il un moyen d'apporter des modifications aux réseaux sociaux? Hein, je le rappelais tantôt, hein, pour un policier de la région de Québec, on lui trouverait une ressource à Montréal. Briser l'isolement, hein, impliquer les proches et les personnes de confiance. Mention de mérite. Tu mérites un peu de sport. Hein? Mériter. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, je mérite pas ça. Mais non, au contraire, en tant qu'être humain avec une valeur intrinsèque, tout le monde mérite du sport. Tout le monde mérite le bonheur. Renforcer les éléments protecteurs nommés par la personne et réduire ou éliminer les éléments de dangerosité nommés par la personne. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt avec les hommes en général. Maintenant, on va parler des hommes de 50 ans et plus. Donc, pour les hommes de 50 ans et plus, on sait que c'est une période de la vie qui peut être difficile, hein, parce que euh, il y a plusieurs événements qui peuvent nous arriver, qui peuvent être des moments critiques, ne serait-ce que la retraite, ne serait-ce que la difficulté de mobilité. Des gens aussi que leur liberté peuvent être restreinte, hein. Par exemple, quelqu'un pour qui permis de conduire, c'est la liberté, ben, si en vieillissant, ses facultés diminuent, il ne peut plus avoir son permis de conduire. Donc, c'est tous des facteurs de risque, justement, à cet âge qui sont importants. Donc, on va en regarder un petit peu. Quels sont les facteurs de risque sur lesquels il faut être vigilant? Donc, il y a l'absence de motivation et la procrastination, l'isolement familial, social, sentiment de solitude, les changements de relation avec enfants qui transitionnent adultes, hein, parce qu'on s'entend qu'à cet âge-là, c'est aussi un moment où les enfants deviennent adultes. Donc, il peut y avoir des changements dans la relation avec ces enfants-là. Faillite, saisie, être la cible d'agisme, malheureusement de plus en plus, hein. Les deuils physiques, perte de mobilité, changement corporel, apparence physique, le corps qui vieillit, les gens qui deviennent un peu plus malades, l'augmentation de la douleur chronique, les demandes d'aide faites de façon implicite. Hein, donc, une demande d'aide qui ne va pas nécessairement être j'ai besoin d'aide, mais ce serait plus il y a personne qui peut m'aider ou justement une personne qui va vouloir de façon implicite chercher de l'aide. Qui ne veut pas être un fardeau pour les autres. Hein, masquer leur douleur afin de protéger les autres. L'augmentation des comportements protecteurs. Être à l'écoute d'un grand désespoir et d'une difficulté à se projeter dans l'avenir. L'anticipation de la retraite, hein, on en parlait. L'annonce d'un diagnostic aussi, la perte du permis de conduire, l'hospitalisation. Maintenant, l'empathie et l'écoute active pour l'espoir chez les hommes de 50 ans et plus. Donc, pour les écouter, pour les inviter à demander de l'aide. Hmm? Donc, accueillir le vécu, souligner les forces, curiosité, nourrir la réflexion. Prendre le temps d'écouter, donner de la valeur au passé, puis de valoriser le vécu de la personne. Adopter un rythme d'intervention plus lent. Hein, pour une personne de 50 ans et plus, on peut très bien prendre le temps. Hmm. Se retenir de proposer des solutions. Écouter l'histoire que la personne raconte. Hein, donc vraiment avoir une écoute active. Explorer la motivation derrière le contact. Inclure les personnes dans son propre plan. Par exemple, comment voudrais-tu te sentir à la fin de l'échange? Hmm. Inclure la personne dans son propre plan. Par exemple, comment voudrais-tu te sentir à la fin de l'échange? Adopter une posture enthousiaste et surtout éviter d'infantiliser. Hein, souvent,
On peut voir justement des gens qui vont infantiliser les personnes âgées, ce qui peut être très dégradant et humiliant. Identifier les raisons de vivre, les choses qui lui procurent du bonheur. Donc, demandez à la personne quelles sont vos raisons de vivre. Donc, l'accompagnement. Donc, les accompagner. Donc, agir en facilitateur ou facilitatrice à la demande d'aide ou à la recherche de ressources. Normaliser et encourager. Identifier l'activité qu'ils aiment vraiment. Guider vers leurs propres solutions et ressources. Bien expliquer, hein, la psychoéducation. Ne pas prendre pour acquis qu'ils connaissent tout. Désolé. Éviter les étiquettes par rapport à l'âgisme. Hein? Par exemple, être soucieux ou soucieuse des termes comme âge d'or, les vieux, les aînés. Donc, avoir une certaine sensibilité par rapport à ça. Maintenant, se protéger. Quels sont les facteurs de protection? Donc, à quoi ressemblerait un plan ou un plan de sécurité pour un homme de 50 ans et plus? Donc, créer un réseau afin de se sortir de l'isolement. L'isolement, on le sait, hein, c'est le mal du siècle. Créer un cercle de support avec les proches de la communauté. Refléter les ressources, les forces et compétences que la personne elle a déjà. Hein, le vécu de la personne est un levier, donc c'est dire qu'elle en a vu d'autres. Hmm. Quel rôle spécifique est-ce que la personne peut avoir dans son entourage, dans sa communauté? Encourager à faire des activités de façon autonome. Par exemple, l'épicerie, les commissions, son sport. Donc, donc miser sur l'autonomisation des personnes. Renforcer les éléments protecteurs nommés par la personne. Et comme dans les autres vignettes, réduire ou éliminer les éléments de dangerosité nommés par la personne. Maintenant, on va regarder la vignette sur les hommes en situation d'itinérance. Donc, quels sont les signes de détresse sur lesquels il faut être vigilant? On sait aussi hein, que 75% des personnes qui sont en situation d'itinérance, ce sont des hommes. Donc, à Montréal, on a dénombré en 2022 3520 hommes qui sont en situation d'itinérance. Donc, quels sont les facteurs de risque sur lesquels il faut rester vigilant? Une personne nouvellement en situation d'itinérance. Reconnaître l'itinérance cachée. C'est quoi l'itinérance cachée? L'itinérance cachée, c'est par exemple une personne qui va dormir dans sa voiture. C'est une personne qui dort sur le divan d'un ami un jour, d'un autre ami une autre journée. Donc, il fait un peu du couchsurfing, qu'on peut dire. Donc, c'est une itinérance cachée. Donc, il faut reconnaître que ça existe, cette itinérance-là, puis que c'est pas nécessairement une personne qui va vivre dans un refuge pour personnes sans abri. Donc, l'itinérance est beaucoup plus vaste et beaucoup plus multifactorielle. La perte d'autonomie significative, les changements inhabituels, les nouveaux comportements inquiétants, la perception d'intimidation venant du public et ou de l'autorité. Une personne qui est ou qui a été la cible d'agression, négligence de son apparence physique, les enjeux de santé physique, hein, par exemple les soins de pied, le diabète, changement dans la santé globale, et sortie d'une structure encadrante. Hein, par exemple, on sait des jeunes qui sont en centre de jeunesse à 18 ans, ils sortent. Donc, ils étaient dans une structure encadrante. Maintenant, ils sortent du centre et souvent, cette structure encadrante-là n'existe plus. Donc, cette personne-là peut être à risque d'itinérance. Les enjeux de médication, les expulsions d'un lieu, hein, et les hospitalisations. Parfait. Donc maintenant, l'empathie et l'écoute active pour alimenter l'espoir dans le cas de l'itinérance. Ici, qu'est-ce qui est important, c'est de regarder quelles sont les meilleures pratiques pour rejoindre justement les hommes en situation d'itinérance. Oh, il y a des gens qui écrivent sur mon... OK.
Quelles sont les meilleures pratiques pour rejoindre les hommes en situation d'itinérance, pour les écouter, puis pour les inviter à demander de l'aide? Je crois que Eric Pinos, vous avez votre micro ouvert. Désolé, je le ferme. Pas de problème. Donc, euh, quelles sont les meilleures pratiques pour rejoindre les hommes en situation d'itinérance, pour les écouter, pour les inviter à demander de l'aide? Donc, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut prendre au sérieux l'appel à l'aide. Accompagnement volontaire, faire preuve de non-jugement, l'approche qui va au rythme de la personne, éviter hein, les dernières chances, attitude et approche informelle, la directivité bienveillante, surtout en situation de risque pour lui autrui. Éviter la posture professionnelle, puis privilégier une posture plus informelle, en décontractée, semi-directive. Tu sais, par exemple, faire une intervention dans un bureau bien formel, peut-être repenser les cadres. Hein, ça peut être en allant fumer une cigarette à l'extérieur, par exemple. Adapter à son langage, hein, ne pas forcer l'intervention. Passer d'un critère à l'autre sans ordre spécifique. Hein, donc, faire partir du coq à l'âne, là. Rien imposer, ne pas dire quoi faire, prendre le temps d'écouter le vécu de la personne. Ça revient souvent, hein. Identifier les moments d'exception. Quand est-ce que ça a bien été? Recadrer le langage. Par exemple, je suis itinérant versus je suis en situation d'itinérance. C'est deux choses, hein? Ça veut dire que je suis une personne en situation d'itinérance. Donc, miser sur le fait que c'est une personne, qu'elle est beaucoup plus grande que son problème. Éviter les mentions à la police et rassurer la personne que c'est pas le service vers lequel nous voulions l'orienter. Hein, donc, on peut comprendre hein, qu'il peut y avoir des situations tendues parfois avec les personnes en situation d'itinérance et les forces de l'ordre. Donc, rassurer la personne, rassurer l'homme, dire que on n'est pas en intervention pour aller vers la police. On est vraiment là pour l'aider. Porter attention à nos propres croyances et émotions qui peuvent émerger. Hein, on peut tous avoir des petits biais inconscients, donc essayer de porter une attention à ça. L'accompagnement, regard sur les besoins de la santé globale de la personne. Accompagner avec les ressources matérielles, établir une alliance thérapeutique ou un lien de confiance en s'impliquant. Par exemple, est-ce que l'homme a un téléphone, une montre? Est-ce qu'il est analphabète? Est-ce qu'il est analphabète fonctionnel? Quel est son niveau de littératie informatique? Expliquer clairement quelles ressources offrent quel type de service. Donc, comme dans la majorité des interventions, il faut être clair. Il faut employer les mots précis. Communiquer avec la personne avant d'envoyer la personne. Oh, excuse-moi. Communiquer avec les ressources avant d'envoyer la personne. Hein? Donc, si, par exemple, on dit à la personne en situation itinérante, on a telle ressource pour toi, vas-y, ben, faites un petit appel avant. Donc, ça va rassurer la personne en situation d'itinérance. Ça va faire en sorte que la ressource va être prête à l'accueillir. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup faciliter les choses. Donner le plus de choix et de pouvoir possible. Hein? Et être conscient ou consciente de la méfiance. Que c'est normal qu'une personne qui vit en situation d'itinérance, que cette personne-là ait une méfiance envers l'autorité, envers les institutions, envers les organismes communautaires même. Donc, il faut être conscient que cette méfiance-là existe. Se protéger. Donc, quels sont les facteurs de protection à mettre en place pour diminuer les comportements à risque chez les hommes en situation d'itinérance? Hein, un plan d'action, un plan de sécurité. Traitement adapté à la personne ou à la situation. On a parlé tantôt, hein, les groupes homogènes, ça n'existe pas vraiment. Donc, justement, adapter nos interventions à la personne ou à la situation dans laquelle on est. Approche de la réduction des méfaits. Hein? Donc, ça veut dire que consommation zéro, ben peut-être pas, mais si la personne est habituée de consommer beaucoup, ben c'est capable de diminuer sa consommation. On a déjà un bon chemin de fait quand on parlait des petits pas tout à l'heure. Trouver un logement sans condition, espace où ils se sentent bien.
Hein, on sait qu'avec la crise du logement, c'est un défi, hein, de trouver du logement. Rappeler la possibilité de s'en sortir, que ça existe, que ça se peut. Respecter les besoins d'espace, de liberté et d'autonomie. Les liens avec la ressource pour s'assurer que la personne est prise en main. Donc, pas barouetter quelqu'un, hein. Fournir des soins de corps et nourriture, hein, c'est la base. Aider la personne à maintenir une routine. Être conscient ou consciente de l'oubli cognitif ou des pertes de mémoire. Renforcer les éléments protecteurs nommés par la personne et réduire ou éliminer les éléments de dangerosité nommés par la personne aussi. Maintenant, les éléments à explorer. Pour chacune des vignettes qu'on a vues, il y a 7 éléments principaux à regarder, à explorer. Donc, on va les regarder ensemble, ces 7 éléments-là. Mais dites-vous que pour chaque vignette qu'on a vue, les 4 vignettes qu'on a vues, ces éléments-là sont à explorer. Reconnaître les signes de détresse. L'accueil de la détresse, hein? On en a parlé. L'écoute active, la validation, l'empathie, souligner les forces, hein? On peut mettre l'espoir dans tout ça. Vérification de la présence d'idées suicidaires. Donc, comment on vérifie si la personne a des idées suicidaires? C'est soit parce que vous avez fait la formation avec le Centre de prévention du suicide de votre région ou de Montréal, qui vous a enseigné, qui vous a montré, qui vous a formé à utiliser la grille de dangerosité, une grille d'estimation de dangerosité du passage à l'acte. Si vous n'avez pas fait la formation, vous nous appelez 1-866 appel. On est toujours là, comme je l'ai dit tout à l'heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on va pouvoir vérifier la présence d'idées suicidaires. L'exploration de la planification et l'imminence d'un passage à l'acte suicidaire. Donc, regardez, hein, la personne, est-ce qu'elle a un plan? Est-ce qu'elle a une heure? Est-ce qu'elle a une date? Est-ce qu'elle a un endroit? Est-ce que la personne a une planification des idées suicidées d'un suicide? Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, hein, gênez-vous pas, appelez-nous 1-866 appel. Favoriser la demande d'aide, hein? Centre de prévention du suicide pour l'estimation de la dangerosité d'un passage à l'acte ou homicidaire, comme on vient de parler, les centres de crise, les psychologues, les urgences. La création d'un filet de sécurité, que ce soit la famille, les proches ou des professionnels. Et concevoir et évaluer ponctuellement avec la personne un plan basé sur ses besoins, avec un N de trop, ses besoins, pour vraiment y aller au centre de la personne. Maintenant, on va regarder ensemble 2 capsules vidéo et dans ces capsules vidéo-là, vous pourrez regarder un peu c'est quoi les signes de détresse qui vont être mentionnés. Donc, je vous envoie ça et voilà. Hey, salut. Hey. Salut Christian. Merci d'être venu. Ben, merci de nous inviter. Il fallait que je fasse quelque chose, là. Pour vrai, je suis plus capable de le voir de même. C'est pas mon père, ça. Ben, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça fait 1 an qu'il est séparé de ma mère, puis il rumène encore là-dessus tous les jours. Hier, il a commencé à acheter des photos de lui quand il était jeune. Ben, voyons. Oui, c'est vraiment inquiétant. Tu sais, là, aujourd'hui, ça paraît pas trop parce qu'on vous recevait, donc c'est arrangé, mais habituellement, dans ces journées devant la télé écrasée, il la regarde même pas. Il se rase plus, il se lave plus, il prend plus soin de lui ou de la maison comme avant. Je suis censée déménager avec mon chum dans une semaine, mais là, on dirait que je sais plus, je suis trop inquiète. OK, Laurie. Mais reviens en couple d'heure, là, on va faire quelque chose. On ne laissera pas comme ça. Merci. Ça pourrait être pire. Ouais, c'est le fun, là, que t'as invité toute ta gang. Tu dirais ça à ma fille, là. Putain, gars, si ça avait été juste de moi, là, il n'aurait pas eu d'invitation. Elle t'a quand même accepté. Tu vas voir, on va avoir du fun. Ah, c'est ça le problème. Pas trop de party dans ce site. C'est la job. Ça se replace pas. Ah, ils sont complètement dans le rouge.
C'est clair qu'ils vont couper des potes. Qui tu penses qu'ils vont couper en premier, toi? C'est moi. Je ne trouvais pas à mon âge. Sais-tu quoi? J'aimerais mieux crever. On connaît des gens, là, on va t'aider, on va pas te laisser dans le trouble. Hey Jacques, je pense que tes boulettes sont dures. Hey, c'est pas la première fois que je fais un barbecue. Pas besoin de me parler comme si j'étais un bon à rien. Oh, là, j'essaie juste de t'aider. Pas besoin d'aide. Je suis capable de m'arranger tout seul. Puis croyez-moi, je vais m'arranger tout seul jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça fait 3 semaines que tu fais plus rien que nous autres. Y a quelque chose qui ne va pas? Tu me niaises? Tu sais, ma femme m'a laissé. Ma fille n'a plus besoin de moi. Je vais perdre ma job. Comme s'il y a de quoi qui va pas. Toi, tu me demandes pas si je suis pas tout dû pour un autre bière, toi. Ben, attends, mais tu un autre? Laisse faire, je suis capable d'aller me chercher moi-même. Tiens, toi, occupe-toi des boulettes. Je pense qu'ils sont dus. Aïe, aïe. Ouais, Hey, je le reconnais pas, là, il est pas du monde. Il a calé 3 bières pendant qu'on en prenait une. Peut-être qu'il est temps qu'on y trouve un autre blonde, ça leur placerait peut-être. tu penses-tu vraiment qu'il est dans l'état de rencontrer quelqu'un, là? Et tu l'as vu comme moi, la barbe, le look. En plus, il prenait toujours soin de lui, là. Ouais, on le reconnaît pas, genre. Tiens, pour boire avec l'hamburger. Ton Pétrus? Ben voyons, des burgers, tu gardais pas ça pour le mariage de ta fille? Parle-moi pas de mariage. Puis, de toute façon, si je ne bois pas à soir, je ne boirai peut-être jamais, là. Puis, tiens, ton gars, il a l'air d'aimer ça, la guitare. Tu lui donneras ça. Puis, excuse-moi pour tantôt. Hey, t'es malade, elle est presque neuve. Regarde bien, si tu n'en veux pas, là, c'est simple, je vais la mettre au chemin. J'en veux plus, j'en joue plus. Fait que, j'oublie. Ouais, ouais, j'ai oublié ma bière. Hey, j'aime vraiment pas ça, là. Penses-tu qu'il a besoin d'aide? Appeler un psy, peut-être? On regarde sur nos selles là, pour trouver une ressource pour un homme en détresse. Ah ouais, tant que ça. Ah ouais, écoute, tu l'as vu comme moi, là. Moi, je pars pas d'ici là, sans avoir parlé entre quatre yeux puis avoir trouvé une solution. Donc, on a vu la première vidéo, hein, où on a pu voir plusieurs signes de détresse. Maintenant, excusez-moi, vous allez mieux m'entendre comme ça. Donc, vous venez de voir la première capsule de vidéo où on a pu voir des signes de détresse chez le monsieur. On va regarder maintenant une autre vidéo qui va être plus par rapport à l'appel à l'aide. Salut, là. Prochaine, là. Hey, Sylvain, lâche pas, là. Prochaine. Oui? Penses-tu que t'as fait une bonne idée de nous inviter? Ouais, ça a quand même fait du bien de voir les boys. As-tu un autre bière? Je me sers à bien. Assis-toi. Aime-moi ça qu'on se parle. Juste moi puis toi, là. T'as pas besoin de me le dire. Je sais que je suis pas facile dans ce temps-ci. Ben, justement, Jacques, on le voit là que tu vas pas. T'as jamais bu autant, pas dans tes états, là. C'est juste une mauvaise passe. Ça va se replacer, là, c'est clair, non? Je pense pas, non. Écoute, on est vraiment inquiet pour toi. Hey, t'as donné ta guitare à Sylvain. C'était quoi, ça? Hein? C'est pas normal, ça, Jacques. Tu penses à ta fille. Elle sait plus comment t'aider, là. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle vous a invité. Ouais. Là, Jacques, j'ai une question vraiment importante à te poser, OK? Puis j'ai besoin que tu sois franc avec moi. As-tu des idées suicidaires? C'est pas bien à ce temps-ci, là, c'est sûr. Écoute, ça va s'arranger, non? Jacques, si tu penses au suicide, ça va pas s'arranger tout seul. Faut que tu ailles chercher de l'aide. Tu y penses-tu? Pour de vrai? Je pense. Je pense ça. Je pense peut-être même un peu trop dernièrement. Ben, il faut que tu ailles chercher de l'aide, une chambre. Écoute, j'ai trouvé un numéro, OK? Pour une ressource qui est exactement pour ça, pour des gens en détresse. Je veux que tu les appelles. Regarde, là, envoie-moi le numéro, là, puis demain, je te promets, si ça va pas mieux, je vais les appeler. Non, Jacques. Tes appels tout de suite. Je te laisse pas dans cet état-là. Je vais être avec toi, OK?
Euh, ben, je sais pas par où commencer, là, mais c'est mon ami qui m'a donné le numéro, là. Non, euh, non, je suis pas tout seul. Non, il est là avec moi en ce moment. Oui. Euh, Jacques, Jacques Desmel. Oui, et je sais pas. Salut, entrez, entrez. Monsieur Jacques Desmarais. Ouais, merci. Moi. Enchanté, Jacques. C'est moi, Mathieu, avec qui vous avez parlé. Ah, ben, je reconnais ta voix. Ouais. Je suis content de vous rencontrer. Ben, moi aussi. Merci d'avoir pris le temps de l'accompagner. On va pouvoir prendre le relais et prendre un moment avec Jacques. Vous me suivez donc gros? C'est mon chum. Parfait. Excusez-moi. Donc, je suis conscient que ces deux vidéos-là peuvent être difficiles à regarder. Donc, je tiens à vous rappeler encore une fois notre source, 1866 appel, suicide.ca pour clavardage et 53 53 53 par texto. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour quoi que ce soit. Maintenant, on va voir. C'est sûr qu'avec une grosse gang comme ça, c'est un peu dur de faire une discussion, mais on va quand même y aller. Pensez-le pour vous-même, puis vous pouvez aussi aller dans le chat, hein. J'ai ma collègue Dominique ici qui est ici, qui fait un job au chat. Donc, Jacques, dans les capsules, fait partie de quel groupe selon vous? Hein? Peux-tu. Moi? On va faire un peu de traction. Oui. Donc, dans le fond, le 50 plus, il y a beaucoup de ça. Homme en situation de rupture, bien capté. Rupture conjugale, effectivement. Il, y a, il mentionne là, dans la première vidéo, risque de perte d'emploi. Effectivement, perte de rôle. Ouais, ça, c'est au niveau des trucs à cibler, là. En fait, l'emploi menacé, changement de rôle, la fille qui quitte. Donc, à ce moment-là, ça rentrait dans ce que Michel a dit au début au niveau des, des spécificités avec les 50 ans et plus, là, que quelqu'un peut, hein, donc les changements, les enfants qui quittent le domicile, des choses comme ça. Euh, Pas mal ça. Très bon. Parfait. Wow, j'aime ça, il y a de la participation. Donc, quel signe de détresse on perçoit chez Jacques? On en a nommé quelques-unes, là. Il y a beaucoup de... Ils l'ont nommé pendant la vidéo aussi, là, la rumination, il prend plus soin de lui, passe beaucoup de temps devant la télé sans vraiment la regarder. Il a parlé, bon, qu'il aimait mieux crever, donc les, les phrases à connotation qui peut dire qu'il y a une détresse, la réactivité émotionnelle, donc tu sais, il pogne les nerfs en bon français rapidement sur ses amis, la consommation d'alcool. Il y en a d'autres. Le don d'objets significatifs, hein? On l'a vu, c'est avec sa guitare, hein? Une guitare puis son Pétrus, son vin pour des hamburgers. Donc ça, c'en est un autre. Parfait. Euh, Comment avez-vous trouvé le soutien de l'ami de Jacques? Là, si vous voulez, on pourrait prendre une personne qui voudrait parler, puis on pourrait lui demander. Donc, si tu veux faire ça, Dominique? Première personne qui lève la main. Ouais, si quelqu'un veut parler de vive voix, on vous met on the spot comme ça, là. On aime ça. Comment avez-vous trouvé le soutien de l'ami de Jacques? Si quelqu'un veut se lancer. Oh.
des fois, c'est tough aussi. J'imagine qu'on verrait bien quelqu'un qui lève la main, mais ça répond dans le chat, du moins. Le numéro du clavardage, dans le fond, tu as suicide.ca, qui est le site Internet, et le texto, c'est 53 53 53. Oui, OK. Rebecca, oui, et Rana. Donc, Rebecca en premier, ensuite Rana. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, super. Ben oui, dans le fond, j'ai trouvé que le soutien de l'ami était très bien parce que il n'a pas eu peur de vérifier la présence d'idées suicidaires. Il l'a demandé clairement. Mhm. Puis, dans le fond, il a appelé avec lui au lieu de le laisser appeler le lendemain. Puis, il l'a même accompagné à son rendez-vous. Donc, je trouvais que c'était un bon soutien. Ben oui. Ben merci beaucoup, Rebecca. C'est vraiment apprécié. Rana, Oui, bonjour, vous m'entendez? très bien. OK. Moi, le mot qui m'est venu en tête, c'était une réaction idéale. Et donc, je crains que c'est pas une réaction qu'on va vraiment voir. Tu sais, ce serait le fun que tout le monde ait cette persévérance et cette bienveillance tu sais, de faire ça au lieu de juste Mhm. comme, se sentir mal à l'aise ou peut-être c'est pas sa place de faire ça, tu sais. Ouais. Ben, c'est vraiment important. Ben, merci beaucoup, Rana. Oui. Vous avez nommé quelque chose de très important, hein, tous les deux. L'importance de nommer les choses. Hein? On s'entend, l'ami n'a pas dit Ah, est-ce que tu as des idées noires? Est-ce que tu vas faire une connerie? Non, il a posé le vrai mot. Est-ce que tu as des idées suicidaires? Oui, Joanie. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, pour répondre à votre question, moi, je trouve quand même qu'il était respectueux. Il a pris un moment à la fin, dans l'intimité. Il a pas fait ça là, devant les autres qui étaient présents. Puis je l'ai trouvé stratégique dans le sens que il validait la souffrance, puis en Mhm. même temps, il mettait en lumière les ancrages. Il revenait sur sa fille, il revenait sur les raisons de vivre, l'importance d'être ensemble. Fait que, oui, je vois que tu vas pas bien. Non, c'est sérieux, mais en même temps, il jouait aussi, ben pas il jouait, mais stratégiquement, je crois qu'il a choisi les bons mots pour trouver ses ancrages, pour y donner le goût de faire cette démarche-là. Fait que voilà, c'était Mhm. mon commentaire. Merci. Ben, merci beaucoup, Joanie. Très pertinent comme commentaire. Je rajouterais, Michel, pour répondre un peu aussi à l'ancien, le commentaire d'avant, dans le fond, effectivement, dans le sein du vidéo, donc on veut montrer vraiment comme, euh, étant donné qu'on est sur un court vidéo et la personne a fait tout ce qui était bien de faire, ce qui est important quand même de retenir, puis ça va aussi avec notre volet de sensibilisation et prévention, hein, comment on peut outiller les gens pour accueillir ce genre de commentaires-là puis d'aider le mieux possible. Mais en tant que proche, tu sais, si vous avez des proches, si vous intervenez auprès des proches, si vous avez des proches qui viennent, le plus important, c'est de faire du mieux qu'on peut, hein. Donc, oui, il y a les outils, c'est bon de les connaître, mais si on fait pas tout, ou on n'est pas à l'aise avec tout, c'est correct aussi. Dans le fond, c'est vraiment de qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je suis outillée pour faire. Si je ne suis pas outillée pour en parler parce que je suis mal à l'aise ou moi-même j'ai un vécu qui fait en sorte que j'ai un blocage, mais de référer aussi c'est toujours avec le, le bagage qu'on peut offrir. Puis aussi, ben, en faisant de la prévention, de la sensibilisation aux gens, ben, éventuellement, c'est sûr qu'on est avec des proches des intervenants et des outils qui sont plus qui peuvent guider le mieux la personne qui reçoit ce genre de commentaires au niveau des idées suicidaires. Ben oui, Dominique, tu as totalement raison. Merci beaucoup. Donc, un peu comme Dominique disait hein, aussi, c'est sûr que des fois, ça révèle beaucoup plus notre propre malaise, mais nommer, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis, nommer les mots, dire le mot suicide, c'est important. Puis, comme Dominique a dit, si pour vous c'est trop, ben 1-866 s'appelle. On est là pour vous, on est là pour la population. Euh, Là, il reste 8 minutes. Ouais, fait que ben juste, on va juste nommer les deux dernières choses. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces capsules vidéo? Puis qu'est-ce que vous retenez au sujet de la prévention du suicide chez les hommes en particulier? Donc, je vais vous inviter à répondre pour vous-même, hein, dans votre petit cœur, parce que là, on va passer à la période de questions.
Oui, donc si jamais vous avez des questions que vous avez retenues là, ou que vous n'étiez pas là au début, donc vous ne saviez pas que vous pouviez les poser, là, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage, excusez, dans le clavardage en ce moment. Euh, j'en ai quand même noté trois qu'on a répondu un petit peu dans le clavardage, mais qu'on va mettre au clair maintenant. Dans le fond, ce que Pierre disait, c'est qu'il va y avoir une attestation de participation, donc qui dit en fait que vous avez participé à cette conférence-là. La différence là, qui est à noter, c'est que c'est pas une formation complète. Donc, si vous n'avez pas l'attestation d'être la personne outillée et formée en prévention suicide, mais vous allez avoir l'attestation de participation. Euh, alors, est-ce que vous allez avoir le PowerPoint? Vous allez également avoir le PowerPoint. Pierre va vous envoyer un courriel avec l'attestation, le PowerPoint, tout ça. Et vous avez aussi les outils sur le site là, en tout temps. C'est pas mal la même chose et même peut-être plus de détails que le PowerPoint. Et euh, une question intéressante que j'ai dit que j'allais vouloir garder pour qu'on puisse en parler de vive voix, c'est la question, est-ce que le 988 remplace le 1866 appel? Est-ce que Michel, tu veux essayer de répondre à cette question? Très, très, très bonne question. Euh, Nous, on vous suggère de faire le 1866 appel plutôt que le 988. Donc, pour la petite histoire, le 988, c'est une nouvelle, donc peut-être un peu plus d'un an, ligne qui est pan-canadienne, donc tout le Canada. Alors que le 1866 appel, c'est au Québec seulement. Donc, 1866 appel était avant, hein, ça fait des années que le 1866 appel existe, et que le 988, donc c'est nouveau. Le principal défi, je vous dirais, c'est au niveau technologique. Donc, si nous, on reçoit un appel du 988, ça peut être beaucoup plus difficile pour retrouver la personne par la suite, alors que le 1866 appel, si la personne est en détresse ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile de la retrouver par triangulation cellulaire. De plus, le 988, souvent, il peut y avoir des bugs où est-ce que on reçoit un appel, mais là, on se rend compte de demander, ah mon Dieu, c'est un appel de l'Alberta. Alors que le 1866 appel, avec la triangulation cellulaire, ça fonctionne. Donc, si vous êtes à Montréal, ça va être le Centre de prévention du suicide de Montréal. Si vous êtes à Québec, ça va être le Centre de prévention du suicide de Québec. Donc, ça marche beaucoup mieux pour ce qui est la retraçabilité de la personne. Donc, nous, au CPSM, on vous suggère de continuer avec le 1866 appel. Parfait. Rebecca a la main levée. Ensuite, j'ai noté toutes là, vos questions, mais je vais passer le message à Rebecca si elle veut Ouh. mentionner. Oui, en fait, je travaille avec une clientèle, c'est ça, de personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, je me demandais, ce serait quoi vos conseils pour susciter l'espoir quand factuellement, c'est des fois des personnes qui ont plus de réseau social, plus de réseau familial, puis que physiquement, ils peuvent même plus sortir de chez eux pour essayer justement d'avoir des activités, Mhm. qui s'isolent, mais en plus de s'isoler, c'est que physiquement, ils sont même plus capables de sortir, puis que leur autonomie reviendra jamais. Donc, Ouais. c'est comme des pertes vraiment à long terme, puis des pertes Mhm. permanentes. Donc, comment on peut susciter l'espoir dans des situations où c'est difficile de voir de l'espoir? Ben, moi, j'ai tendance à vous dire, pour commencer, qu'il y a toujours de l'espoir dans toutes les situations, mais que c'est vrai que des fois, ça peut être plus difficile à voir. Donc, nous, on aime beaucoup travailler avec une approche orientée vers les solutions, donc l'AOS. Donc, ce qu'on fait, c'est, par exemple, on l'a dit quelques fois, hein, tu sais, parler justement avec la personne des souvenirs, de parler de sa vie. C'est difficile parfois, j'en suis vraiment conscient, dans des situations où même nous-mêmes, hein, que ce soit avec nos biais, qu'on peut dire, ben, non, il n'y a plus d'espoir dans cette situation-là. Donc, par nous, en tant qu'intervenant, en tant qu'intervenante, ça peut être effectivement difficile de trouver l'espoir, mais il y en a toujours. Donc, c'est en cherchant un peu avec la personne, en regardant son vécu. Hein? Tu sais, par exemple, ben, tu sais, hier, vous n'avez pas été capable de manger, mais aujourd'hui, hey, vous êtes capable de manger, madame, monsieur, ou peu importe, vous êtes capable de manger. Donc, tant mieux. Donc, vraiment miser sur les petites réussites, les petits pas. Donc, je sais que c'est pas facile, Rebecca, mais il y a toujours de l'espoir. Merci. Merci à vous. Sylvie Boivin a une question. Bonjour, Sylvie Boivin, je suis la directrice du Centre de prévention du suicide de Montréal. Merci d'être présent aujourd'hui.
je veux juste réitérer, je vais appuyer plus fort sur le fait d'utiliser la ligne 1866 appel. C'est vraiment important qu'au Québec, on utilise cette ligne-là pour qu'on puisse faire notre travail adéquatement. Alors, mes collègues ont fait ça super gentil, mais je vous le dis, c'est important. Le 988 nous aide vraiment pas dans notre boulot. Alors, merci de continuer à transmettre la ligne 1866 appel, même si elle est plus longue. C'est quand même celle-là qu'on a au Québec et qui nous facilite grandement le travail. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Merci. Je vois les deux mains levées. Je vais juste faire un petit peu sur les questions qui ont été posées dans le clavardage et je reviendrai à vous ensuite. Euh, Bon, juste pour dire, là, en ce moment, on parle des hommes, mais notre ligne, que ce soit le texto, clavardage ou l'appel, c'est pour toute personne en lien avec voyons, la prévention du suicide. Donc, les jeunes, vous êtes intervenants, vous êtes proches, peu importe, c'est tout le monde, c'est pas juste les hommes. Là, dans le cadre avec le ROIM, on parle des hommes et de ce qui est plus spécifique aux hommes, mais la ligne, elle est pour tout le monde, vraiment, là. Euh, Sinon, en tant que tel, si j'ai bien compris, les personnes qui appellent au centre de prévention doivent se nommer ou ça peut rester confidentiel. Je vais répondre, Michel, donner un petit break. En fait, oui, on demande le nom. Oui, il y a certaines choses qu'on demande. Par contre, si la personne ne veut pas s'identifier, on pousse pas, dans le sens où la personne elle a quand même le droit à son appel et à pouvoir ventiler. Si jamais c'est une situation qui demande un soutien plus particulier par la suite, ben, tu sais, il y a toujours moyen, une fois que le lien de confiance a été établi, tout ça, de revalider les informations. Mais tu sais, la personne qui veut être confidentielle, qui va recevoir de l'aide, peut l'avoir, là. Puis ça, je pense qu'en tant qu'intervenant, c'est quand même assez intéressant de, de, de préciser ça dans le sens où euh, si tu veux pas te nommer ou si tu as peur, appelle quand même, là, tu sais. Ça veut pas dire que la police puis l'ambulance va débarquer chez toi. Ça veut pas dire que genre on va te retrouver. Tu sais, comment juste par appeler. Le plus important, c'est vraiment le soutien qu'il peut avoir au téléphone en premier. Euh, Sinon, j'ai aussi question. Quand vous dites d'éviter les mots reliés à la vulnérabilité et à la culpabilité, est-ce que je pourrais avoir des exemples? Ça, je vais te laisser le faire, Michel. C'est peut-être plus où, à quel niveau il fait référence. Ouais, ben moi je vous dirais, quand on parle de propos, mais ça peut aussi être l'attitude, hein. Par exemple, tout ce qui peut être culpabilisant. Moi, je vais surtout travailler sur la culpabilité, donc pas employer un ton, ne pas dire, par exemple, je sais trouver un exemple, là, une personne en situation d'itinérance, de lui dire ah, mais comment ça, ton chèque d'aide sociale, il est rendu où? Ou, tu sais, donc, d'un peu de d'avoir une sensibilité. Je dirais que c'est surtout ça. Avoir une sensibilité au fait que ça peut être dégradant, ça peut être très humiliant, des propos qui peuvent être tenus avec les usagers. Donc, simplement garder une attention là-dessus. Parfait. Donc là, on pourrait donner la parole à Daniela. Et ensuite, désolé, le petit nom, c'est comme un petit surnom. Alors, par la suite, je vous laisse euh, communiquer votre question. Oui, merci. En fait, j'avais aussi écrit dans le chat, mais je profite pour que je vous sais là, pour demander comment aborder la tendance de certains hommes de se réfugier au travail, des fois pour éviter de parler des émotions, des difficultés quand on est dans l'intervention. Ils me disent, bon, je vais faire plus d'heures de travail, ça va aller mieux et j'arrive pas à parler des émotions. Il y a comme des approches qui disent c'est correct, on laisse que la personne gère la situation comme ça, mais aussi on nomme la détresse qu'ils vivent. Donc, je me demande est-ce que c'est comment vous positionnez ou est-ce qu'on doit considérer ça comme une forme d'isolement? Voilà. Ouais. Ben, c'est très intéressant, votre question. Puis, tu sais, j'ai dit tout à l'heure que c'était très. La problématique du suicide, c'est quelque chose qui est très, très, très multifactoriel, hein. Donc, dans le cas précis, vous parlez en ce moment, un homme qui va se surmener au travail, hein. Donc, on sait souvent les hommes vont beaucoup faire ça. Donc, ils vont être au travail parce que quand ils sont au travail, ben, ils ne pensent pas à leurs problèmes. Donc, ça peut être un facteur de protection. Mais en même temps,
On s'entend que si quelqu'un fait du 50, 60, 70 heures semaine, ben, il y a des bonnes chances qu'il fasse un burn-out aussi. Fait que vous voyez, c'est comme un arme à double tranchant, un couteau à double tranchant. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est établir le lien de confiance avec la personne, essayer de regarder le plus possible le positif, de voir l'espoir. Puis, si pendant un certain temps, ben, travailler beaucoup, ça peut l'aider, mais ça peut être correct. Mais en même temps, comme je vous dis, il faut vraiment regarder sa santé mentale. Est-ce qu'il est sur le bord du burn-out carrément? Fait que, malheureusement, il n'y a pas une solution précise. Donc, comme je vous disais, c'est multifactoriel. Ça dépend beaucoup de la personne aussi, hein. Donc, regarder un peu, d'essayer de décoder son langage non-verbal, d'y rappeler les ressources. Donc, tout ça peut faire en sorte que justement la personne puisse voir l'espoir enfin. Merci beaucoup, Daniela. Merci. Je vais juste prendre un instant là, avant de dire, effectivement, là, on sait que le temps il est terminé. Là, donc, si jamais on n'a pas répondu à vos questions, bon, vous pouvez toujours appeler la ligne si vous avez des questions au niveau de votre soutien. Sinon, vous pouvez nous écrire à sensibilisation arobase cpsmontréal.ca que j'ai écrit dans le clavardage en ce moment. À ce moment-là, la dernière main levée sera la dernière question pour pouvoir vous permettre de quitter. Là, puis elle est également enregistrée, là, cette conférence-là. Merci, Dominique. Donc, c'est ça. Moi, c'est Lifang, non? Ma question rejoint un petit peu celle de Daniela. Un peu différent. Parce moi, j'avais lu un article justement sur les hommes, justement, en rupture amoureuse, puis qu'il y a vraiment ils vont réagir, ils vont s'adapter différemment des femmes, dans le fond. Dans le sens que il y en a certains qui vont avoir plus besoin de soutien plus instrumental d'être capable d'exprimer leurs émotions. Fait que nous, c'est sûr que ça nous arrive aussi des hommes où ils ont justement très peu de mots. Donc, c'est de voir un peu comment vous vous y prenez. C'est sûr euh, ils vont s'adonner au travail, puis il y en a d'autres qu'on va les encourager à utiliser, bon, le côté moteur, le sport, les choses pour pouvoir faire évacuer ce qui va moins bien et tout, faire sortir les tensions et tout ça. Mais vous, face à un homme, par exemple, qui n'a pas tu sais, pas grand mot, Ouais, comment vous faites? Et puis la deuxième question, excusez-moi si je peux me permettre, c'est l'agressivité. ouais, c'est là que j'allais. L'agressivité de monsieur de la capsule vidéo, ça m'a beaucoup touché dans le sens de l'agressivité et la vulnérabilité par la suite. C'est sûr, comme intervenant, quand on est tous différentes aussi au niveau de la réception de la colère, des fois, c'est un peu difficile à recevoir, puis même si on sait que c'est une détresse derrière, c'est pas évident non plus. Donc, comment jongler aussi avec l'agressivité. C'est ça. Ouais, OK. Ben, très, très bonne question. Euh, c'est vrai, vous parliez des hommes avec peu de mots. Euh, Accueillir le silence. Je sais que pour plusieurs intervenants, plusieurs intervenantes, moi aussi, ça peut être difficile, hein, les silences. On veut comme combler les silences par des malaises, mais on peut accepter le silence aussi. Puis si un homme en détresse est silencieux dans votre bureau, ben, il est quand même dans votre bureau. Puis peut-être que le silence, c'est ce qu'il y a de besoin à ce moment-là pour revenir à ses pensées, pour réfléchir, pour vivre le moment présent. Donc, accepter le silence, c'est que c'est difficile, mais le faire. Euh, puis, parler de la colère puis de l'agressivité, mais justement, il faut l'accueillir aussi. Comme je l'ai dit tantôt dans la présentation aussi, on s'entend, là, accueillir l'agressivité et la colère, ça ne veut pas dire de vous mettre en danger, hein? Vraiment pas. Donc, ça veut dire tout simplement que si un homme est fâché, ben pas tout de suite appeler la sécurité. Tu sais, il est peut-être juste fâché dans son coin, puis il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, faut pas mettre votre sécurité en jeu, là. Donc, ça dépend aussi hein, chez les intervenants et les intervenantes. Comme vous avez dit, tu sais, on est tous un peu différents face à l'accueil de l'agressivité par rapport à notre propre vécu, par rapport à notre propre vision de l'intervention aussi. Mais tout simplement accepter que la colère existe chez les hommes, puis que c'est pas nécessairement dangereux. Et puis donc, là, on sait que le temps file. Si vous avez des questions, si vous voulez communiquer avec nous, contactez-nous, sensibilisation à commercial cpsmontréal.ca, c'est dans le chat. Aussi, au Centre de prévention du suicide, on peut venir dans vos milieux. Donc, à Montréal,
sur l'île de Montréal pour venir faire des sensibilisations, pour venir faire des formations, pour venir faire des kiosques. On est là pour vous, pour la population. Donc, allez sur le site Internet, vous allez avoir plein de détails. Gênez-vous pas. Donc, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez passé avec moi sur cette heure du midi. Et je vous rappelle notre numéro, 1-866-APPEL. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous.